What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Le Porsche Macan électrique, un concentré d'innovation. La Porsche Taycan, quant à elle, fête son 4e anniversaire en confirmant son succès commercial. Toyota défonce les prix de son unique modèle électrique. MG prolonge sa grosse remise sur la MG4. Faut-il craindre une chute des ventes de voitures électriques en Allemagne en 2024 ? Et enfin, la Chine qui met le turbo sur les batteries solides. Voilà pour les grands titres de l'actu sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi 2 interviews pour le prix d'une et l'essai de la semaine, celui d'un SUV qui cherche à faire de l'ombre chinoise au Tesla Model Y. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 102 du 3 février 2024. L'actu de la semaine. Porsche a dévoilé les caractéristiques et le design définitif de son Macan électrique qui sera lancé début 2024. Je n'en avais pas parlé la semaine dernière car le podcast était déjà enregistré quand l'annonce de Porsche a été faite. Ce SUV sportif, basé sur la même plateforme que l'Audi Q6 e-tron, la future Audi électrique, promet des performances de haut niveau avec jusqu'à 639 chevaux et 260 km/h de vitesse maximale. Il bénéficie aussi d'une autonomie généreuse de plus de 600 km selon le cycle WLTP, grâce à une batterie de 100 kWh. Le Macan électrique se positionne comme un concurrent direct du Tesla Model Y. Alors on dit toujours ça, puisque le Tesla Model Y est un peu la référence. Mais enfin, il faut savoir que si on veut avoir à peu près l'équivalent d'un Tesla Model Y avec un Macan en termes d'équipement et de performance, il faudra juste mettre le double en prix. Le Macan électrique devrait arriver chez nous dans le courant de l'année 2024, probablement avant l'été. Les tarifs vont de 86 439 € pour le Porsche Macan 4 à 118 910 € pour la version turbo. Des tarifs sans option, évidemment, sachant que pour avoir une Porsche à peu près correctement équipée, il faut ajouter au moins 20 000 € d'options, ce qui mettrait le Macan turbo à près de 140 000 €, soit le double de prix d'un Tesla Model Y Performance. Même s'il est évident que les deux SUV ne jouent pas dans la même cour, on ne peut s'empêcher cependant de faire le parallèle, ce qui n'empêchera probablement pas le Macan d'être un best-seller de la marque. À propos de succès commercial, toujours chez Porsche, les ventes de la berline électrique Taycan ont atteint un record au 4e trimestre 2023, avec 12 744 unités écoulées dans le monde, soit 31% de plus que l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année, le constructeur allemand a vendu plus de 40 000 Taycan, ce qui représente 12,7% de ses ventes totales. Le Taycan confirme son succès commercial, malgré une concurrence accrue sur le segment des berlines électriques haut de gamme, avec l'arrivée de la Lucid Air, de la Mercedes EQS, et puis aussi, dans une certaine mesure, de la Tesla Model S Plaid. Puisque nous sommes dans les comparaisons, restons-y. Alors, Tesla ne communique plus les chiffres détaillés de ses ventes par modèle, notamment sur la Model X et la Model S, mais tous les observateurs s'accordent pour dire que la Model S aujourd'hui se vend aux alentours de 10 à 15 000 exemplaires par an. Le Taycan fait donc entre 3 et 4 fois mieux que la Tesla Model S. Toyota a surpris tout le monde en annonçant une baisse de prix spectaculaire pour son SUV électrique BZ4X, le modèle au nom imprononçable qui affiche une puissance de 204 chevaux et une autonomie de plus de 500 km, voit son tarif passer de 46 900 à 39 900 € en version de base et de 58 000 à 43 900 € en version haut de gamme. Et ce n'est pas tout, Toyota offre en plus une remise de 5 000 € pour les commandes passées avant le 31 mars, ce qui ramène le prix d'entrée à 34 900 € seulement. Une offre imbattable sur le marché des SUV électriques qui vise à compenser la perte de bonus écologiques pour les véhicules produits hors d'Europe, ce qui est le cas du Toyota BZ4X, qui au passage gagnerait peut-être à changer de nom pour booster ses ventes, sait-on jamais. MG prolonge quant à lui la promotion de sa compacte MG4 qui bénéficie d'une remise de 7 000 € jusqu'au 23 février à nouveau. La MG4 qui propose une puissance de 170 à 204 chevaux selon la version et une autonomie de 350 ou 450 km voit ainsi son prix baisser de 28 990 à 21 990 € en version standard et de 34 990 à 27 990 € en version Luxury. Une aubaine pour les amateurs de voitures électriques à petit prix qui peuvent profiter ainsi d'un modèle bien équipé et spacieux. La MG4 se positionne comme une rivale directe de la Renault Mégane E-Tech par exemple ou encore de la Volkswagen ID.3.
En Allemagne, le marché de la voiture électrique pourrait connaître un coup d'arrêt brutal en 2024 selon une étude du VDA, l'association allemande de l'industrie automobile. En cause, la fin brutale depuis novembre 2023 des aides publiques à l'achat qui ont dopé les ventes ces dernières années. Une suppression du bonus écologique qui avait déjà provoqué une baisse de plus de 50% des immatriculations de voitures électriques en décembre 2023. L'étude prévoit ainsi une chute importante des immatriculations de voitures électriques en 2024 qui pourrait passer de 524 000 ventes à 450 000 unités, soit une baisse de 14%. Les constructeurs allemands qui ont misé gros sur l'électrification de leur gamme risquent de subir de plein fouet ce retournement de tendance et de perdre des parts de marché face à leurs concurrents asiatiques ou américains. Enfin, la Chine pourrait prendre une longueur d'avance dans le domaine des batteries solides qui promettent une meilleure densité énergétique, une recharge plus rapide et une sécurité accrue. Selon un rapport du cabinet S&O Research, le pays asiatique pourrait produire de grandes quantités de batteries solides dès 2025 grâce aux investissements massifs des fabricants locaux comme CATL ou BYD. La Chine devancerait ainsi l'Europe et les États-Unis qui misent également sur cette technologie mais qui accusent un retard dans le développement et la production. On sait par exemple que BMW et Mercedes ont repoussé l'échéance de l'arrivée des batteries solides dans leurs voitures plutôt à 2030 qu'à 2026 ou 2027. Les batteries solides pourraient ainsi devenir un nouvel atout pour les constructeurs chinois dans leur stratégie de conquête du marché mondial de la voiture électrique. Zone verte, l'édito de la semaine. La voiture électrique est-elle encore un jouet réservé aux pays riches ? Pour l'instant, en tout cas, c'est incontestable. Si le marché de la voiture électrique continue son expansion, une petite mélodie persistante nous invite à élargir notre perspective au-delà des sentiers battus européens, chinois et nord-américains. En effet, la Chine, l'Europe et les États-Unis dominent largement les conversations, mais qu'en est-il du reste du monde ? Des chiffres encore non officiels suggèrent que plus de 13 millions de voitures électriques ont été vendues en 2023 dans le monde, ce qui représenterait une augmentation de plus de 30% par rapport à 2022. Cependant, 95% de ces ventes se concentrent toujours en Chine, en Europe et aux États-Unis. Alors la voiture électrique reste-t-elle l'apanage des nantis ? En grande partie, oui. Les statistiques de 2023 montrent des taux d'immatriculation élevés dans des pays riches comme la Norvège, l'Islande, la Suède, les Pays-Bas, et dans une autre mesure l'Allemagne et la France, alors que d'autres, comme le Brésil ou la Russie par exemple, restent encore à la traîne. Que se passe-t-il donc en dehors de nos radars habituels ? En Amérique latine, quelques signes émergent, mais les ventes restent modestes. Le Brésil a enregistré environ 1000 ventes de voitures électriques en 2022, ce qui représente une part de marché de seulement 0,1%. L'Argentine, quant à elle, a enregistré environ 1500 ventes de voitures électriques en 2022, ce qui représente une part de marché de 0,2%. Le Mexique s'en tire un peu mieux avec 6000 ventes de VE en 2022, soit une part de marché de 0,4%. Donc c'est pas encore très important. L'Asie voit également des pays comme l'Indonésie et l'Inde amorcer des politiques favorables aux véhicules électriques. En Afrique, bien que les chiffres soient actuellement bas, des pays comme le Ghana ou le Maroc tracent des plans ambitieux pour l'avenir. Le marché de la voiture électrique pourrait donc trouver des opportunités là où il y a encore des défis à relever. C'est peut-être le moment pour certains constructeurs de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Cependant, cela dépendra également de l'engagement des politiques publiques et des populations, une équation toujours complexe à résoudre. L'interview de la semaine. Monta est une plateforme spécialisée dans la gestion de recharge de voitures électriques qui fournit un service en mode SaaS aux entreprises. Nous avions déjà interviewé son Country Manager France au printemps 2023, mais la start-up d'origine danoise a de nouveau une actualité importante puisqu'elle vient de boucler une levée de fonds de 80 millions d'euros. Nous en parlons avec Émile Josselin, son directeur marketing et communication France. Bonjour Émile Josselin. Bonjour Eric. Vous êtes directeur marketing et communication France de Monta, une plateforme spécialisée dans la gestion de la recharge de voitures électriques. Alors on connaît Monta, j'avais déjà interviewé l'un de vos prédécesseurs en mars dernier, mais pouvez-vous nous présenter de nouveau Monta en quelques mots ? Bien sûr, avec plaisir. On va commencer d'abord par ce qu'on fait. Donc nous, on est une plateforme de gestion de la recharge électrique pour tous les acteurs qui sont impliqués dans la recharge de bornes pour les véhicules électriques. Donc, ça fait un peu tous les bouts de la chaîne. Ça peut être des installateurs, ça peut être des fabricants de bornes de recharge, ça peut être des opérateurs de bornes de recharge, des gestionnaires de flotte, des commerces, bref, toute personne professionnelle qui opère ou gère ou manipule des bornes de recharge. Donc, ça, c'est l'aspect B2B de notre entreprise. On a aussi un aspect pour les
les individus, les consommateurs, avec mettant à disposition une technologie qui leur permet de se recharger dans plus de 650 000 points de charge en Europe, dont 60 000 en France, et également de gérer la borne de recharge qui est à leur domicile et même de la mettre en public pour en tirer un revenu. Pour bien comprendre, vous êtes une entreprise qui propose une solution logicielle. Hein. Vous n'êtes pas un opérateur de recharge au sens réseau de recharge. Voilà. Alors nous, on touche pas à la borne, entre guillemets. On est un logiciel, qui est dans la borne et qui évidemment a un portail en ligne pour faire la gestion des bornes. Alors c'est une solution en SaaS. Absolument. Alors, vous indiquez que les particuliers ou les entreprises qui possèdent des bornes de recharge peuvent mettre à disposition sur l'application, la mettre à disposition et gagner un revenu annuel. Comment ça fonctionne exactement ? Alors, c'est assez simple. Par exemple, on va prendre le cas des entreprises d'abord, puisque sont les plus nombreuses à utiliser cette fonctionnalité. Mettons que vous soyez un centre commercial ou un bureau avec des employés, vous pouvez décider de ouvrir vos bornes de recharge au public, par exemple, je ne sais pas, entre 19h et 8h du matin, quand les bureaux, les employés n'utilisent pas le parking de l'entreprise. D'accord. Et ça permet, notamment pour les entreprises, que les bornes de recharge cessent d'être un coût pur, mais génèrent aussi des revenus. Donc, comment ça se passe ? En fait, c'est très simple. Il suffit d'activer ça sur le portail en fonction des horaires qu'on souhaite, et ça atterrit sur le réseau de recharge en itinérance de Monta. Voilà, avec parmi les 650 000 points de charge. C'est intéressant à la fois pour les entreprises, c'est aussi intéressant pour le secteur, le pays et l'intérêt général, puisque ça participe, si vous voulez, à l'extension du réseau de recharge et à la manière de le compléter un peu partout en France. Et ça peut notamment être intéressant si, par exemple, vous avez un restaurant qui a 3 points de charge dans une zone un peu rurale où il n'y a pas forcément d'offre de recharge. Donc, ça étend la couverture du réseau, ça la densifie. D'accord. Donc en fait, effectivement, vous avez, en France, il y a un peu plus d'1 million de points de charge disponibles entre guillemets, mais dont 90% sont privés en fait. C'est des entreprises, Absolument. etc. Et puis on a maintenant, on a dépassé les 120 000 points de charge publics. Donc vous contribuez, vous étendez un petit peu cette possibilité de rendre des points de charge privés, de les transformer en points de charge publics. Ça fonctionne avec une application. Quand je suis, moi, par exemple, en déplacement avec ma voiture électrique, je cherche une borne de recharge, je vais sur une application Monta et ça me permet de trouver des bornes comme ça ? Oui, absolument. Absolument. Ça vous permet de trouver parmi les 60 000 bornes en France des moyens de se recharger de manière transparente. C'est-à-dire que vous connaissez le prix avant. Il n'y a pas de frais cachés. Il y a des entreprises qui facturent, par exemple, 1 € de frais d'activation pour toute recharge. Ouais. Juste le droit d'utiliser. Donc, nous, c'est assez transparent. Il n'y a pas de frais cachés d'appliquer de notre part. Et on dévoile aussi parfois les frais additionnels qu'il peut y avoir sur ces bornes, comme parfois, vous voyez une redevance, par exemple, à la minute pour certains opérateurs de bornes de recharge. Donc, vous êtes une plateforme logicielle en mode SaaS de gestion de recharge. Qui sont vos clients Alors, nos clients les plus importants, on a récemment signé un partenariat avec Siemens, donc l'industriel allemand, pour à la fois la gestion de leur flotte de véhicules de leurs salariés à travers toute l'Europe, et également pour être la solution qu'ils proposent à leurs clients avec leur filiale Siemens Mobility. Ça, c'est un très grosse marque de confiance de la part d'un acteur très important dans le secteur. On a aussi des fournisseurs d'énergie comme Norlys, qui est le géant d'énergie danois, qui utilise notre solution pour proposer, proposer de la recharge électrique. On a des clients type commerciaux. Le plus emblématique, je pense, à l'aéroport de Copenhague, qui utilise notre solution pour gérer à la fois sa flotte de véhicules et à la fois l'offre de recharge électrique sur ses parkings. Et puis on a des fabricants de bornes comme ChargeAmps, avec qui on a des partenariats, donc pour leur permettre d'installer le logiciel sur les bornes qu'ils proposent à leurs clients. Vous êtes une entreprise danoise d'origine. Absolument. Voilà, on a été créé à Copenhague il y a à peine 3 ans, et donc c'est là que toute l'aventure a commencé. À peine 3 ans, on est passé de 5 employés à aujourd'hui plus de 200. Vous êtes combien en France ? Alors aujourd'hui, l'équipe France, c'est une dizaine de personnes, entre les commerciaux, les gens qui s'occupent du service client, les gens qui s'occupent d'accompagner les clients dans leur croissance. Et puis au-delà, c'est tout un tas de personnes
au siège à Copenhague, qui travaille sur le déploiement de fonctionnalités de recharge en France. Alors, la grosse actualité de Monta, c'est cette levée de fonds. Vous venez de lever 80 millions d'euros. Alors, pour répondre à votre question, oui, c'est une levée de fonds qui a été menée par l'entreprise dans son ensemble. Donc, partie du siège à Copenhague avec plusieurs investisseurs. Le premier, l'investisseur qui a mené à la levée de fonds, c'est Energize Ventures, donc un investisseur basé aux États-Unis, en partenariat avec le fonds d'import-export soutenu par l'État danois, donc ce qui est une belle reconnaissance aussi du succès de l'entreprise à la maison, à domicile, si j'ose dire. Évidemment, ces fonds vont être utilisés aussi pour le développement de l'entreprise à la fois dans les pays et pour développer des fonctionnalités. Donc très concrètement, vous voyez, en France, ça va nous permettre de multiplier significativement notre revenu par 4, je crois, de tripler le nombre de points de charge qu'on a en supervision et aussi de doubler nos effectifs en France. Et l'entreprise elle-même doublera ses effectifs au global. Vous avez combien de points de charge en supervision en France ou en gestion, on va dire? Alors, j'ai pas les chiffres exacts par pays. Je peux vous dire qu'on en a 130 000 au total dans les 9 pays où on est présent. D'accord. Vous êtes présent exclusivement en Europe? Pour le moment, on est présent exclusivement en Europe. Donc, on a des bureaux dans 9 pays. On est présent dans 20 pays via des partenaires. Donc, pour le moment, on est présent effectivement uniquement en Europe, mais avec des perspectives de développement à l'international. Parce qu'on a l'ambition d'être un leader global, donc ça va nous amener à aller dans tout un certain nombre de pays à très court terme, au-delà des frontières européennes. Donc, vous avez effectivement un objectif avec cette levée, entre autres, de multiplier votre chiffre d'affaires en France, enfin votre revenu en France par 4. C'est à quelle échéance et qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Alors, c'est à l'échéance de cette année. D'accord. Voilà. Il faut savoir que l'entreprise a multiplié déjà par 6 son revenu au global l'an dernier. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, on va développer les équipes sur le terrain, notamment les équipes commerciales, notamment les équipes de service client, notamment les équipes pour accompagner aussi les clients dans leur croissance, parce que c'est comme ça qu'on se développe. Le métier de la recharge électrique, c'est beaucoup de contacts humains, c'est beaucoup de contacts terrain aussi, parce que c'est un équipement matériel qui est installé quelque part. Ça va être aussi favoriser la croissance de nos clients actuels, c'est-à-dire les aider à dépasser les objectifs qu'on s'est fixés ensemble et puis en trouver de nouveaux. Par exemple, un opérateur passer de 200 à 400 points de charge en supervision cette année. Ouais. Ce qui va nous aider aussi là-dedans, c'est les développements de l'entreprise en général. C'est-à-dire que Monta va utiliser une partie de ses fonds pour en recherche et développement. On est une boîte d'ingénieurs, on a 2/3 d'ingénieurs, donc on va développer de nouvelles fonctionnalités, on va solidifier notre offre pour les gestionnaires de flotte et on va aussi développer une offre pour ce qui est un peu un angle mort du secteur pour le moment, qui est la gestion des flottes de poids lourds, le transport terrestre, qui a des objectifs très ambitieux au niveau européen. Je crois qu'en 2040, on va être à 90% de nouveaux poids lourds commercialisés qui sont zéro émission. Mmh. Et donc, on va développer cette offre pour l'industrie des poids lourds. Et donc, ça aussi, ça va aider les fonctionnalités qu'on développe, qui sont déjà très nombreuses, à développer l'entreprise. Par exemple, on va déployer en France bientôt une solution de recharge à l'énergie solaire. C'est-à-dire, vous partez directement de votre panneau solaire, branchez la borne dessus et vous pouvez recharger votre voiture, soit une voiture particulière ou une voiture de flotte d'entreprise. Donc, vous faites votre propre petit réseau de distribution et de recharge électrique. Quand vous dites « on va développer », c'est vous ou c'est un projet plus large auquel vous allez collaborer? Alors, c'est l'entreprise en elle-même qui va le développer, notamment via nos ingénieurs à Copenhague. Et après, les offres sont évidemment modulées, adaptées en fonction des marchés, puisqu'il y a aussi parfois des réglementations différentes en fonction des pays. C'est votre première levée de fonds? Alors, c'est la 5e. Parce qu'on ça porte, je crois, le total à 130 millions d'euros qui ont été levés.
Les deux premières étaient ce qu'on appelle des levées de fonds d'amorçage, c'est-à-dire où, en gros, c'est vraiment pour démarrer l'entreprise, commencer à créer la solution, qui était, je crois, autour de 5 millions d'euros. Après, on a fait des levées de fonds, ce qu'on appelle en série A, où là, on est sur des investissements un peu plus importants. Donc, la première était avec des investisseurs européens, autour de 15 millions d'euros. On en a eu une qu'on appelle série A+, c'est-à-dire qu'on a cet investisseur dont vous avez parlé, Energize Ventures, qui est venu nous voir pour lancer une nouvelle levée de fonds pour entrer au capital. On a levé 30 millions d'euros et puis voilà les 81 millions derniers levés grâce à cette levée de fonds là. Voilà, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. J'ai une question d'un auditeur. Alors vous allez voir, c'est une question qui est un peu cash, mais je pense que c'est intéressant de soulever la question et d'y répondre. Bonjour Jean-Christophe d'Arcachon, petite question à Émile Josselin. Dans le monde de la voiture électrique, Monta est surtout connu pour son sondage qui a fait énormément de mal au monde de la voiture électrique avec un taux de personnes qui regrettaient d'être passées à la voiture électrique après l'augmentation des prix de l'électricité d'environ 50%, j'ai plus exactement le chiffre. Est-ce que vous regrettez pas un petit peu ce sondage? Parce que clairement, nous on le voit au travers des diverses communautés qu'on interroge, les gens sont beaucoup plus satisfaits de la voiture électrique que ça. Donc voilà, ma question c'est de savoir, est-ce que vous regrettez d'avoir diffusé ce sondage? Merci. Alors, Émile, je mets un petit peu de contexte à cette question. C'est l'auteur de la question est Jean-Christophe Gignac, qui est le créateur et l'animateur de la chaîne YouTube, la chaîne EV, qui est une très grosse chaîne YouTube sur la voiture électrique. Donc, il est très impliqué, il est très sensible aux questions autour de la voiture électrique. Bien sûr, on l'est tous. D'abord, je vais rassurer Jean-Christophe. Heureusement pour nous et c'est ce dont on parlait. Monta est connu dans l'industrie pour d'autres choses que cette étude. Bon. Je vais autant de pouvoir continuer la discussion là-dessus. Je pense que la réponse est un peu dans la question de Jean-Christophe, d'une certaine manière. Est-ce qu'on regrette d'avoir rendu publique une étude qui pousse le secteur à s'améliorer? Nous, on est des industriels. On est là pour aborder les choses telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qui fait du mal, comme dit Jean-Christophe, à l'industrie du véhicule électrique? Il y a plein de choses qui font du mal et qui feront du bien quand elles seront réglées. Nous, on est là pour qu'elles le soient. C'est l'absence de transparence sur les prix, c'est les frais cachés, c'est l'absence d'une législation européenne favorable à l'innovation, c'est la fiabilité de la recharge, aussi la fiabilité technologique de la recharge, et puis la réparabilité aussi des véhicules. Par ailleurs, cette étude, elle comptait aussi un certain nombre d'analyses intéressantes qu'on a publiées aussi sur l'envie des propriétaires de véhicules électriques d'avoir une solution de recharge en milieu touristique quand ils partaient en vacances, l'envie des employés de disposer d'une solution de recharge au bureau, même si elle était payante, fournie par l'entreprise. Donc, il y a tout un tas de choses très intéressantes qui poussent le secteur à s'améliorer. Nous, on est là pour pousser le secteur à s'améliorer et c'est pour ça que voilà, on est très en faveur de toute chose qui permettrait l'adoption massive du véhicule électrique, puisqu'in fine, c'est le consommateur qui va décider si c'est un succès et c'est le consommateur qui va décider aussi si finalement on atteint les objectifs de décarbonation. Alors, c'est vrai que ça avait un peu surpris l'écosystème, puisque on sait aujourd'hui que d'autres et de nombreuses études montrent que les gens qui roulent en voiture électrique sont plutôt au-delà de 90% à dire qu'ils ne reviendront jamais en arrière. Donc ça avait un petit peu surpris. Puis on s'est dit, mais finalement, Monta, qui est une entreprise qui œuvre dans ce secteur et qui est connue, qui commence à être connue et reconnue, se tire un peu une balle dans le pied avec ce. Donc on se demandait quelle était la finalité et l'objectif de cette étude. Mais c'est apporter des éclairages, si vous voulez. Se tirer une balle dans. Bon, si on peut parler de l'étude un peu en détail, c'est une étude qui a été faite par un institut de sondage qui s'appelle YouGov, qui est un géant absolu du secteur, qui est utilisé à la fois par la presse et les entreprises pour avoir, des données et des informations sur l'état des choses. Donc voilà, se tirer une balle dans le pied, ce serait effectivement pas prendre en considération les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les voit. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on veut, c'est que le secteur réussisse. Et je pense que voilà, c'est un point commun aussi avec la communauté de lecteurs que vous avez. On s'en fait voilà, les avocats de tout le potentiel et de la nécessité du succès du véhicule électrique pour atteindre voilà les objectifs de décarbonation.
Donc en fait, il n'y avait pas d'intention malveillante, mais plutôt au contraire un souhait de dire les choses afin qu'elles s'améliorent. Absolument. Dans cette étude, il y a par exemple, quand puisqu'on parle de la recharge électrique, vous avez près de 30% des gens qui vous disent que dans les 6 derniers mois, ils sont arrivés à un point de charge qui marchait pas, qui je pense est assez et une même proportion à peu près semblable parmi votre communauté. Vous avez près de 20% qui vous disent qu'ils n'ont pas n'ont pas réussi à compléter leur recharge électrique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il y a encore de grandes étapes à franchir pour que la fiabilité de la recharge électrique s'aligne sur l'excellence industrielle de la recharge à la pompe. Parce que si on pose la question à plein de gens, je pense pas que quelqu'un, 6 derniers mois, est arrivé à une pompe à essence, à appuyer sur le pistolet et l'essence n'est pas sortie. Vous voyez, c'est quasiment du 100% en termes de fiabilité industrielle. Et c'est vers ça que le secteur doit tendre. Et voilà, ces chiffres-là aussi, ils sont autant d'invitations pour les acteurs à continuer d'améliorer les choses. Très bien, c'est clair. J'ai une dernière question pour vous, Émile. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors oui, chaque fois que je le peux, moi je loue une voiture électrique effectivement pour mes déplacements, notamment les déplacements longue distance. Donc je rencontre aussi à la fois les satisfactions et puis voilà les points d'amélioration aussi qu'on peut remarquer pour le secteur. Mais voilà, comme vous, comme tous vos lecteurs. Donc effectivement, c'est une position privilégiée que de pouvoir utiliser un véhicule électrique aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Émile Josselin. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication France de Monta, une plateforme spécialisée dans la gestion de la recharge de voitures électriques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric, merci à tous. Urban Code est une jeune start-up qui se positionne sur un créneau inédit, celui de louer des Tesla de particuliers aux chauffeurs de VTC. Pour en parler, je reçois son cofondateur et CEO, Louis Marmillon. Bonjour Louis Marmillon. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur et CEO de Urban Code, une société qui loue des Tesla au VTC. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Urban Code, sa mission, son activité, sa structure juridique, etc., et le nombre de salariés, et puis les implantations éventuellement? Oui, alors Urban Code existe depuis 2019 et en effet nous sommes loueurs de Tesla auprès de chauffeurs VTC. Alors pour répondre à votre question, on est sur une structure de SAS et on est présent alors essentiellement en Île-de-France, mais également dans d'autres villes en France. Je pourrais vous expliquer, mais en gros nos véhicules circulent un peu partout en France. Vous êtes combien? Et on est 14 salariés. Alors, on s'interroge un petit peu parce que quand on a découvert votre entreprise, c'est un peu original ce que vous faites. Alors vous allez nous expliquer en détail, mais quelle est la genèse du projet Urban Code et quelle est votre activité, votre mission en fait? Alors, la genèse du projet, moi, à titre personnel, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'autopartage. D'accord. Donc, voilà, j'ai fait toute ma vie professionnelle dans ce secteur-là. Et Urban Code a cet ADN-là, puisque le principe d'Urban Code, c'est pas d'être uniquement, et j'allais dire simplement loueur de Tesla auprès de chauffeurs VTC, mais c'est avant tout de prendre en gestion des Tesla qui appartiennent à des privés, alors que ce soit des particuliers ou des entreprises. Donc, on prend ces Tesla en gestion et on va les louer à des chauffeurs VTC. Donc on reste dans cette notion de partage de véhicules. Donc vous êtes tiers de confiance, c'est une espèce de plateforme où moi, par exemple, en tant que particulier et possesseur de Tesla, je peux inscrire ma voiture et la mettre à disposition de chauffeurs VTC pour qu'ils l'utilisent à des fins professionnelles. Complètement. Alors à ceci près qu'on n'est pas sur une location de courte durée comme d'autres plateformes le proposent, mais là vraiment on va prendre votre véhicule, votre Tesla en gestion sur une durée longue qui va être de 12, 24 ou 36 mois. Alors ça implique quoi de prendre des Tesla en gestion? Ça signifie quoi exactement? Et quel est le bénéfice pour le propriétaire de la Tesla et puis pour le chauffeur de VTC aussi? La grande majorité de notre flotte sont des véhicules neufs qui sont commandés par des privés à des fins de mise en gestion chez Urban Code. Donc on va jusqu'à chercher le véhicule directement au Tesla Center au moment de la livraison. Donc vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. On le prend à notre charge, on l'assure et on le met en location. Donc vous, en tant que propriétaire du véhicule, vous restez évidemment titulaire de la carte grise, puisque vous en êtes propriétaire, et on va vous verser tous les mois un revenu fixe garanti. Donc, et on prend tout à notre charge, c'est-à-dire les assurances, les pneumatiques qui sont à peu près les seules pièces d'usure sur une Tesla, la gestion du véhicule en tant que tel, donc vous n'avez strictement rien à faire. Tous les mois, vous recevez votre virement sur la durée du contrat.
Et quelle est alors, ok, moi j'ai compris, j'ai une voiture, je la loue, ça m'assure un revenu mensuel. Mais dans ce cas de figure, je ne peux pas du tout l'utiliser, ou est-ce que je peux l'utiliser sur des créneaux qui sont définis? Non, vous n'allez pas du tout l'utiliser. Donc, on est vraiment sur un produit. Alors, on a deux typologies de partenaires. Première typologie, des personnes qui avaient déjà une Tesla, qui la mettent en gestion chez nous. Alors, je peux vous prendre quelques exemples, mais typiquement, là, on a une personne qui part pendant 6 mois, pendant un an, pardon, en faire le tour du monde. En famille, et donc cette personne-là nous confie sa Model 3 pendant cette durée-là. Donc ça lui évite de stationner un véhicule pour rien, et ça lui fait des revenus récurrents tous les mois. On a des personnes qui sont mutées, par exemple, à l'étranger, pareil, qui n'ont plus besoin de leur véhicule, ou des personnes qui veulent une nouvelle Tesla. Donc typiquement, quand la Model 3 Highland, la nouvelle Model 3 est sortie, on a eu beaucoup de propositions de gestion d'anciennes, entre guillemets, Model 3. Ou des personnes qui étaient sur le Model 3 qui veulent passer sur le Model Y. Enfin voilà, donc des personnes qui avaient déjà une Tesla, qui veulent mettre ce véhicule en gestion plutôt que de revendre ce véhicule-là. Donc des personnes qui ont une conviction, c'est que leur Tesla, malgré les kilomètres et malgré le temps qui passe, décotera relativement peu, ce qui aujourd'hui est constaté et confirmé. Alors les propriétaires de Tesla, on sait qu'une partie d'entre eux ont financé leur voiture par un système de LOA ou de LLD. Est-ce que là, d'un point de vue juridique, ils ont la possibilité quand même de vous la sous-louer, ou est-ce que c'est interdit par les organismes de financement? Alors, sur de la LOA, c'est complètement faisable. En revanche, pas sur de la LLD, puisque sur la LLD, vous ne serez, vous, en tant qu'utilisateur du véhicule, jamais propriétaire du véhicule. Et alors, quels sont les avantages pour les chauffeurs de VTC, du coup? Alors, pour les chauffeurs de VTC, le vrai avantage, c'est surtout d'arriver à accéder plus facilement à l'électrique. Hein. Le but du jeu, l'ambition d'Urban Code, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de chauffeurs VTC qui puissent circuler en électrique. Et Urban Code a cette possibilité d'avoir beaucoup plus de véhicules qu'un loueur classique ne pourrait en avoir sur des schémas de financement classiques. Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort dans l'électrification des flottes de véhicules VTC. J'imagine que la sélection des chauffeurs doit être aussi drastique, que quand on a affaire à un organisme financier, vous avez des normes pour ça, de façon à sécuriser le placement de la voiture? Alors je dirais que les critères sont encore plus drastiques que sur un financement classique, pour une raison relativement simple, c'est que des privés nous confient un bien qui leur appartient, donc qui ne nous appartient pas, et donc on doit faire particulièrement attention au bon suivi de ce bien. Donc évidemment on a des critères de sélection des chauffeurs, et on a également beaucoup de critères et beaucoup d'outils, beaucoup de process de sécurisation de notre flotte. Alors sans dévoiler d'immenses secrets, ça fait partie des raisons, et il y en a énormément de raisons, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui monomarque, on ne fait que des Tesla, notamment parce qu'on a une capacité aujourd'hui en termes de technologie de sécuriser énormément notre flotte en termes de vérification d'état du véhicule, de remontée de data, etc., etc. Et alors, vous avez parlé de propriétaires qui achètent des Tesla neuves et qui vous les confient. Alors là, quel est l'intérêt? J'ai du mal à voir, parce que bon, imaginons qu'on achète une Tesla Model 3 en LOA, je sais pas, on va payer 800 € par mois. Et quel est l'intérêt de la relouer derrière pour gagner finalement pratiquement la même chose? Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément intuité quand on a lancé le service, mais en fait, on a plus de 75% de notre flotte qui sont des véhicules neufs, qui ont été achetés spécifiquement pour être mis en gestion chez nous. Donc en fait, notre partenaire, l'immense majorité de nos partenaires sont plus des investisseurs, notamment des gens par exemple qui étaient dans l'immobilier et qui, au lieu d'acheter un appartement, vont acheter X Tesla. Le principe, il est simple, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas eux-mêmes de financement, hein, c'est des personnes qui avaient la trésorerie disponible. Et si vous regardez un peu ce que nous on vous paye tous les mois sur la durée, et vous regardez la décote d'une Tesla qui encore une fois est beaucoup plus faible qu'un véhicule thermique classique, bien le but du jeu, c'est d'avoir ces revenus complémentaires et en fin de période, donc au bout des 36 mois, d'aller, alors deux options, soit revendre le véhicule, soit continuer la mise en gestion, puisque ça c'est une possibilité qu'on offre à nos partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on sait sur un véhicule électrique, en tout cas ça fait partie des enjeux du véhicule électrique, c'est de se dire que finalement une Tesla, vous changez même à 400-500 000 km, vous changez la batterie, passez-moi l'expression, mais elle repart pour un tour. Donc c'est vraiment des véhicules qu'on arrive à user de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus forte qu'on ne pouvait le faire sur un véhicule thermique.
avec justement très peu de pièces d'usure. Pour la petite anecdote, 2 chiffres. En moyenne, on change les pneus de nos véhicules tous les 100 000 km, ce qui est extrêmement faible en termes d'usure. Et on demande à nos clients de temps en temps, donc clients chauffeurs VTC, de temps en temps de freiner, puisque le risque sur une Tesla, au niveau des freins, c'est pas l'usure des freins, mais c'est la rouille des freins. Si vous ne freinez pas, il y a un risque de rouille. Vous voyez un peu où on en est. Donc, quand on est exploitant d'une flotte sur du transport de personnes, donc qui est énormément sur lequel le véhicule est énormément sollicité, un véhicule électrique est juste parfaitement indiqué pour pouvoir effectuer cette exploitation. Alors concrètement, je suis particulier, je loue ma Tesla Model 3, je sais pas, le modèle grande autonomie par exemple. Ça me rapporte combien tous les mois? Alors sur une Model 3, on sera à 750 € par mois. Encore une fois, dans ce tarif-là, l'assurance est à notre charge. Ce sont des assurances qui sont relativement chères sur du transport de personnes, et les pneumatiques sont à notre charge. D'accord ? Sur un modèle Y, on sera à 850 € par mois. Il n'y aura pas de différence entre la typologie de modèle 3 et de modèle Y. Donc, que vous nous confiez une modèle grande autonomie, performance ou propulsion, le tarif sera le même, pour une raison simple, c'est qu'on n'aura pas de différence de tarification côté chauffeur. D'accord. Et d'où donc votre modèle économique, c'est de gagner de l'argent en faisant de la marge sur la relocation aux chauffeurs de VTC. Je vois que vous louez vos voitures, par exemple la Model 3 qu'on vient de mentionner, à 296 € par semaine, ce qui fait en gros 1200 € par mois. Donc c'est là que se fait votre marge et votre modèle économique, c'est ça? Exactement, notre modèle économique, en fait, il est très simple. Nous, on va payer un loyer à un propriétaire ou une propriétaire et on ajoute l'assurance, l'entretien qui sont à notre charge. Ouais. Et la différence avec le prix de location va être notre marge. Tout le sujet, ça va être d'arriver à monter en charge et ce qu'on appelle scaler et d'arriver à bien sécuriser l'ensemble de nos process de manière à ce que tout se passe bien de manière la plus automatisée possible. C'est pour ça qu'on a tout un volet de développement de solutions en interne qui nous permettent de gérer beaucoup plus de véhicules avec des outils faits maison. Vous avez combien de voitures en location actuellement? Alors là, on a dépassé les 200 véhicules au 1er janvier 2024. Alors, il y a une question de fluctuation de prix, vous l'avez mentionné. On a vu ces derniers temps que les loueurs, alors c'est plutôt de la location courte durée, les loueurs comme Hertz ou comme Sixt se séparent d'une partie de leur parc de voitures électriques et notamment de Tesla parce que ce n'est plus rentable. Alors pour différentes raisons, ils invoquent le prix finalement de l'entretien qui s'avérerait plus élevé que ce qu'ils avaient prévu au départ, mais aussi surtout la décote des voitures. Et on sait que c'est une partie de leur business model de revendre des voitures en faisant du bénéfice. Donc, comment vous situez-vous par rapport à ça? Est-ce que vous ne craignez pas de subir aussi ces fluctuations et notamment ces baisses de prix à répétition des Tesla? Alors, clairement, lorsqu'un privé met son véhicule en gestion chez nous et que c'est un véhicule qu'il a acheté spécifiquement à des fins de mise en gestion chez nous, il y a un pari derrière. Le pari, c'est, mais comme tout loueur d'ailleurs, le pari, c'est à combien je vendrai le véhicule en fin de période. En fait, un loueur, quel qu'il soit, que ce soit longue durée, courte durée, peu importe, sait à quel moment il a gagné sait s'il a gagné de l'argent à la fin, au moment où il revend le véhicule. Avant, bon, ben voilà, on a un modèle économique qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà. Donc, clairement, il y a un sujet là-dessus. Après, il y a quand même une certitude au-delà de la décote des véhicules électriques et des fluctuations des tarifs, c'est la longévité, la durée de vie d'un véhicule. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire que vous prenez une Tesla, hypothèse où votre véhicule, la batterie va durer 400 ou 500 000 km. Juste pour information, sur nos Tesla, les plus kilométriques, qui ont aujourd'hui 280 000 km, on a perdu 10% de batterie. Donc ça vous donne un ordre d'idée de la longévité possible. À partir du moment où ce même véhicule, vous pouvez changer la batterie, ça va vous coûter grosso modo 12, 13, 14 000 €, et qu'elle repart pour 500 000 km, on n'est pas du tout sur la logique classique d'un loueur. Moi, alors pour avoir bossé dans pas mal de sociétés de location, ce que je sais, c'est que souvent les loueurs sont plutôt sur ce qu'on appelle du buyback, c'est-à-dire que ce sont des deals avec les constructeurs où le constructeur s'engage à reprendre le véhicule au bout de 6 mois, 1 an ou rarement plus d'ailleurs, rarement sur ce qu'on appelle des véhicules à risque où le loueur revend le véhicule. Ça n'existait pas à l'époque où ces loueurs-là que vous avez cités ont acheté des Tesla. Moi, je pense que ça a complètement bouleversé leur modèle économique et je pense aussi, et là, c'est plus que le penser, c'est le vivre. Aujourd'hui, quand vous êtes sur une location courte durée, Monsieur Dupont qui va louer une voiture pour 2 jours, franchement, louer une Tesla, c'est compliqué. C'est très différent
de l'environnement classique d'un véhicule thermique. Nous, nos chauffeurs ont systématiquement un accompagnement d'1 heure et demie à la mise à la route. Mais investir 1 heure et demie de formation d'un chauffeur qui va partir 6 mois ou 1 an ou plus avec un véhicule, ça s'absorbe sans aucun problème. Quand vous faites une location de 2 jours, je vois pas un loueur courte durée classique former son client, et d'ailleurs je vois même pas un client accepter de devoir être formé pendant 1 heure et demie pour louer une voiture pour 2 jours. Donc je pense qu'il y a une complète inadéquation aujourd'hui, et plus le véhicule électrique se développera et plus les utilisateurs sont familiarisés avec ce type de véhicule, mais à mon avis, ils ont tiré trop tôt, trop vite. Comme d'ailleurs beaucoup de bonnes idées, quand elles arrivent trop tôt, malheureusement ça marche pas. Ouais, donc concernant, excusez-moi de vous couper, mais concernant les frais d'entretien, alors moi c'est un truc qui me fait marrer, parce qu'aujourd'hui on a quand même 200 Tesla, donc alors on est loin d'être les plus gros loueurs, mais ça commence à être un minimum significatif, surtout des véhicules qui roulent beaucoup, puisque nos véhicules roulent en moyenne 5000 km par mois, donc on est plutôt sur du gros rouleur. Très franchement, le coût d'entretien d'une Tesla qui serait élevé, c'est de mon point de vue une vaste blague. Oui, alors vous prêchez un convaincu parce que je roule moi-même en Tesla Model 3 depuis 5 ans et effectivement, coût d'entretien 0. Et comme vous le dites, je confirme qu'il faut penser à freiner de temps en temps pour déglacer les freins. Exact. Voilà. Alors, je connaissais pas le terme, mais merci. Voilà, c'est ça. Je en parlerai à mon responsable opération. Alors, j'ai vu que vous étiez aussi en fait un organisme financier parce que vous gérez des fonds particuliers en dehors de cette histoire de Tesla. Alors non, attention, on n'est pas du tout un organisme financier. On avait donc la Caisse des dépôts et consignations nous a suivis et un grand merci encore à cette belle et auguste maison de nous avoir suivis sur le financement de nos premières Tesla. Donc sous format obligataire, on a eu pas mal de propositions de proches, donc des personnes de cercles soit proches de partenaires qui avaient mis des véhicules en gestion chez nous, soit qui s'étaient proposés de pouvoir également nous prêter de l'argent. Donc on a ouvert ce programme obligataire à des privés. Pour une fois, attention, ce n'est pas un produit commercial public, grand public, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et d'ailleurs, on est très content puisque ce programme-là, on l'a clôturé au 31/12/2023, puisque ce type de produit doit être limité en montant et en temps. Et on a quasi atteint la totalité de ce qu'on souhaitait en termes de souscription. D'ailleurs, je peux le dire, on a atteint 3 millions 230 000 euros sur les 3,6 millions qui étaient ouverts. Voilà, ce qui nous a permis aussi d'augmenter notre flotte sur 2023. D'accord. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, je fais un calcul rapide, il vaut ce qu'il vaut, mais j'imagine que vous faites à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de chiffre d'affaires sur cette activité-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres activités, mais par an, c'est ça. Je suis loin, près du... Alors, en trend actuel, non, vous n'êtes pas loin. On est plutôt entre 3,5 et 4, mais on est dans ces eaux-là, ouais, tout à fait. Comment vous pensez faire progresser ce volume d'affaires? Parce que à un moment, vous êtes relativement limité, non, autant par l'offre, par le nombre de voitures disponibles, le nombre de chauffeurs VTC. Quels sont vos relais de croissance, en fait? Alors, on a eu déjà un très très gros relais de croissance. On a 2 partenaires principaux aujourd'hui. Le premier partenaire, c'est la société Uber, dont on est partenaire depuis le mois de juin 2023 et qui nous a permis vraiment d'avoir une très belle croissance sur 2023. Et ce partenaire, qui est essentiel pour nous, cherche à faire en sorte que les chauffeurs VTC roulent le plus possible en électrique, d'où le partenariat et d'où la complémentarité en termes d'activité. Ensuite, on a un deuxième partenaire. On est partenaire du Tesla Owners Club France, qui est le seul club officiellement reconnu par Tesla et qui est présent d'ailleurs pas que en France, dans tous les pays vous avez un Tesla Owners Club, et qui nous permet là d'avoir un relais de croissance côté cette fois-ci partenaire fournisseur de véhicules. Ce sont 2 partenaires clés, on en a d'autres, mais les 2 principaux sont ceux-là. Pour répondre à votre question, il y a clairement dans ce secteur d'activité un sujet qui est aller chercher de la qualité ou de la quantité. C'est vrai dans beaucoup d'activités, ça l'est particulièrement chez nous. Nous, on n'a pas forcément vocation en France à couvrir la totalité, bien évidemment, des chauffeurs VTC. Aujourd'hui, il y a entre 40 et 45 000 chauffeurs VTC. Vous voyez qu'avec nos 200 Tesla, on en est très 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 loin. On n'est pas non plus les seuls acteurs dans ce secteur-là, mais on n'a pas vocation à dépasser les 1000 ou 1500 véhicules, en tout cas en France. Donc, pour répondre à votre question, on avance de manière, organisée, structurée, et là on est vraiment dans une logique de structuration à la fois des effectifs et de nos process, de manière à ce que tout ça tourne le mieux possible et de manière la plus sécurisée possible. Et l'objectif, ça va être d'être autour de 500 véhicules d'ici fin 2024, puis de monter en charge au fil de l'eau.
Après, il y a d'autres marchés dans le VTC. C'est aussi l'intérêt, c'est qu'Uber a fait connaître et a évangélisé cette pratique-là du VTC partout dans le monde, en tout cas dans toutes les grandes villes. Donc, il y a d'autres marchés sur lesquels on pourrait être amené à se développer. Vous avez des concurrents qui font la même chose? Alors, on a des concurrents qui prennent en gestion des Tesla, on en a parlé en début d'échange, mais qui vont les louer sur des durées courtes et les louer au grand public. On a des concurrents qui louent des Tesla aux chauffeurs VTC. En revanche, aujourd'hui, on est la seule structure qui prend en gestion des véhicules auprès de privés pour les louer à des chauffeurs VTC. Première spécificité. La deuxième spécificité, c'est qu'aujourd'hui, on est le seul loueur dédié aux chauffeurs VTC qui ne fait que de la Tesla. Et ça, c'est un choix délibéré. Ça a beaucoup d'impact en termes de connaissance de la marque, de connaissance du produit, de proposition de valeur pour les chauffeurs VTC. Le fait de se concentrer sur une marque, ça peut être considéré comme risqué, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet d'apporter notre expertise aux chauffeurs VTC qui en sont demandeurs. Vous avez des actionnaires où vous envisagez de faire rentrer de faire un tour de table, une levée de fonds, ou est-ce que vous êtes déjà rentable et vous n'avez pas besoin? Alors, on a fait un premier tour de table au tout début de la création de la société, donc auprès de Business Angel. Et là, a priori, c'est pas prévu, pour la suite. 2023 est la première année sur laquelle on est à l'équilibre. Puis on verra si besoin de plus de fonds par la suite. Mais on est un service aujourd'hui tel qu'il est exploité aujourd'hui qui doit être intrinsèquement rentable. Et ça nous va bien parce que on est quand même relativement éloigné depuis quelques mois / années de ces fabuleuses levées de fonds qui n'étaient pas forcément justifiées. Aujourd'hui, nous on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une société qui a un modèle économique qui tient la route. Le tout, c'est d'arriver à monter en charge de manière sérieuse et rigoureuse. Voilà. Et en tant que loueur de voiture, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a vite fait de déraper si on n'est pas rigoureux, donc on se doit de l'être. J'ai une question d'un auditeur que je vais vous envoyer maintenant. Bonjour, Johan de Salle de Laval. J'ai une question pour le PDG d'Urban Code. J'aurais voulu connaître en fait les avantages et inconvénients de louer des Tesla au VTC et donc ce qui a mené l'entreprise à faire ce choix-là. Moi j'imagine 2 avantages, 2 inconvénients. Les 2 avantages que j'imagine, c'est que dans la location au VTC, la difficulté c'est de récupérer les véhicules et de les récupérer en bon état. Et donc je voulais savoir si si Urban Code pouvait utiliser par exemple les caméras, pouvait utiliser la localisation des véhicules ou l'accès aux véhicules pour récupérer ces véhicules en cas de litige avec le VTC. Donc l'autre avantage que je voyais, alors je ne sais pas si d'un point de vue RGPD, Urban Code a le droit de faire ça ou pas. Et l'autre avantage que je voyais sur l'état des véhicules récupérés, c'est que comme il y a très peu d'entretien sur les véhicules électriques et spécifiquement sur les Tesla, est-ce que les véhicules arrivent en meilleur état que chez les loueurs qui louent des berlines thermiques classiques? Et les 2 inconvénients que je voyais, c'est sur la valeur résiduelle. Depuis que Tesla joue un peu avec les valeurs des véhicules neufs, j'imagine que ça doit jouer sur les valeurs résiduelles et donc sur les marges futures d'Urban Code. Et puis les prix de la carrosserie ou la difficulté de trouver des carrossiers agréés qui ont le temps, ou quand le véhicule est restitué avec un problème de carrosserie, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer qu'une berline classique avec notamment une carrosserie métal. Voilà, j'aurais voulu connaître avantages, inconvénients d'avoir choisi Tesla et si c'est quelque chose qu'il referait maintenant que l'entreprise est établie, est-ce qu'il referait le même choix ou est-ce qu'ils vont ouvrir par exemple à d'autres marques véhicules électriques? Merci, au revoir. Bon, vous avez déjà répondu à pas mal de ces questions parmi mes questions, mais il y a 2-3 points quand même peut-être à préciser. Oui, alors en effet, on a déjà évoqué certains sujets. Donc oui, clairement, le fait de travailler sur des Tesla est quelque chose qui nous permet de sécuriser notre flotte. Sécuriser, ça veut dire notamment avoir des process qui nous permettent de suivre le véhicule. Encore une fois, tout ça dans le respect des règles RGPD. On peut pas non plus tout faire. On n'est pas pas dans un western. En revanche, ça nous permet vraiment de suivre de manière beaucoup plus ténue notre flotte, ses utilisations et
au-delà du côté un peu flicage qu'on pourrait comprendre par ce terme-là, aussi et surtout accompagner les chauffeurs. On sait faire beaucoup de choses pour les accompagner au quotidien et on loue quand même des outils de travail. Donc un chauffeur qui se retrouve à pied, c'est différent de la location courte durée pour aller chercher, alors j'exagère mais pas loin, une baguette de pain ou autre quoi. Voilà. Donc ça c'est un gros avantage. Côté inconvénient, en effet, on en a parlé, la décote des véhicules, ça je pense que ça a été évoqué. Concernant l'état des véhicules, les coûts de réparation, les disponibilités des pièces, c'est ce que j'ai cru comprendre en sous-jacent dans la question. Ça c'est quelque chose. Le fait de monter en charge nous aide aussi, puisqu'aujourd'hui on a quand même 200 Tesla en flotte, donc on commence à être un client intéressant pour toute la partie après-vente, et ça nous a permis de mettre en place des partenariats, notamment avec des carrossiers et avec des partenaires Tesla agréés qui nous permettent d'avoir des stocks tampons. Donc aujourd'hui, il y a des pièces qui sont en stock tampon, qui sont 100% dédiées Urban Code, ce qui fait que quand un client entre guillemets lambda Tesla se retrouve avec des délais importants, bien c'est pas le cas de nos clients chauffeurs VTC. Très bien, j'ai une dernière question, Louis, que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique ? Alors oui, complètement, et même, je vais vous surprendre plus précisément, en Tesla. Très bien, merci beaucoup Louis Marmillon. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Urban Code, une société qui loue des Tesla au VTC. Merci. Merci à vous Eric, à très bientôt, au revoir. L'essai de la semaine. Après la berline Seal, BYD propose le Seal U pour rivaliser avec le Tesla Model Y. Mais le SUV électrique du géant chinois apparaît beaucoup moins mordant. C'est en tout cas ce qu'en pense notre essayeur maison Maxime Fontanier. Le BYD Seal U est le grand frère du BYD Atto 3. C'est un SUV familial qui mesure 4,79 m de long pour 1,89 m de large et 1,67 m de haut. Il est donc plus long que le Tesla Model Y, son principal rival, mais beaucoup moins large. Au niveau du design, on peut constater que ce BYD Seal U ressemble à la BYD Seal, la berline qui porte le même nom, mais les deux véhicules sont bien différents. Côté mécanique, ce BYD Seal U reçoit un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'avant et qui va entraîner les roues avant. C'est donc une traction exactement comme le BYD Atto 3. Il est d'ailleurs à peine plus puissant puisqu'il offre 160 kW, ce qui nous fait 218 chevaux. Et ce moteur est alimenté par un pack de batteries type LFP, lithium fer phosphate, les fameuses batteries Blade du constructeur chinois, d'une capacité de 87 kWh. Il s'agit de la capacité brute. Mais le modèle d'entrée de gamme Confort reçoit une plus petite batterie de 71,8 kWh. Alors, qui dit véhicule haut avec une aérodynamique peu favorable, dit aussi consommation élevée. Et le constructeur annonce 20,5 kWh de consommation mixte, ce qui est énorme. À titre d'exemple, BYD annonce 18,5 sur la BYD Han, qui fait 517 chevaux avec deux moteurs et qui est déjà pas très sobre. Donc là, vous voyez, je suis à plus de 22 kWh, sachant que j'ai pas dépassé les 120 et j'ai même plutôt roulé à 100, puisque c'est des portions à 100 ici. Alors, selon les normes WLTP, cette version offre une autonomie de 500 km avec sa grosse batterie de 87 kWh. Dans la réalité, il faudra plutôt tabler sur 400 km, je dirais, en usage normal, ce qui n'est pas exceptionnel pour un véhicule équipé d'une si grosse batterie. Et nous voici sur une borne de charge rapide où notre BYD Seal U peut charger jusqu'à 140 kW en courant continu, donc DC, comme ici, vous voyez, avec les prises combo CCS. 140 kW, c'est dans la moyenne, je dirais, de la catégorie moyenne inférieure. Le constructeur annonce une quarantaine de minutes pour faire un 10-80%. Donc je dirais même que c'est un des plus lents actuellement sur le marché avec les Kia et les Hyundai Kona. C'est aussi une volonté du constructeur de préserver les batteries, sachant que le véhicule est garanti 6 ans. Ça, c'est pas négligeable. Sur du courant alternatif, donc AC, sur une borne à la maison, on va pouvoir charger jusqu'à 11 kW maximum grâce au chargeur embarqué. Et on a également le système V2L sur ce véhicule, donc véhicule to load, qui va permettre de charger
d'autres appareils électriques à hauteur de 3 kW, donc recharge vers l'extérieur. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les tarifs définitifs. Donc les prix en Allemagne, c'est 42 000 € pour le modèle d'entrée de gamme de 71,8 kWh. Et on va être à 45 000 € sur la version 87 kWh design, comme celle que j'ai essayée. En France, ce sera sans doute 41 000 en entrée de gamme et 46 000 en haut de gamme. Donc à confirmer fin février quand le véhicule sera commercialisé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!